Dimanche 14 avril 2019, mesdames, messieurs, bonjour et très bonne fête de Rameau à tous les chrétiens. Voici les titres de ce journal. Le taux de participation au baccalauréat est en baisse au Bénin, une situation due surtout aux réformes dans le secteur de l'éducation pour l'assainir. Les consommateurs sont de plus en plus exigeants sur la qualité des produits alimentaires. Le contrôle de la qualité est désormais une priorité. Le Canva est un label Made in Benin, encore appelé pain tissé. Que devient-il avec la modernité? A-t-il toujours sa valeur identitaire? Un spécialiste nous en parle. D'année en année, la baisse de l'effectif des candidats au baccalauréat s'accentue. Cette année non plus n'a pas dérogé à cette tendance. Un constat qui s'explique par les nombreuses réformes engagées dans le secteur de l'éducation au Bénin pour l'assainir et éviter les échecs massifs. Amitié Sagwidi, Rebecca Adjinankou et Ivaïus Balogun ont cherché à comprendre cette tendance baissière. Voici ce qu'ils nous rapportent. Selon les chiffres de la période allant de 2014 à 2018, on constate une baisse sensible du nombre de candidats se présentant au baccalauréat chaque année. Cette tendance s'est accentuée cette année encore avec une baisse de 6 482 candidats, soit un taux de moins de 6,08%. Certains pourraient croire que c'est une désaffection. Non, c'est un assainissement. Les candidats, les parents des candidats ont pris conscience qu'il ne faut pas aller au baccalauréat pour tenter sa chance. Ce n'est pas la loterie, c'est une compétition qui donne droit à l'entrée dans les universités pour faire des études supérieures. Nous avons, depuis quelques années, dit que le baccalauréat se prépare depuis la 3e, et pourquoi pas même depuis la 6e. Et donc on n'y va pas quand on n'est pas prêt. Cela s'explique également par les réformes engagées dans le secteur de l'enseignement secondaire. Des réformes qui assainissent désormais la participation à l'examen du baccalauréat. Il y a un arrêté interministériel en bonne et due forme qui fixe les conditions pour aller au baccalauréat en passant par les classes. Si vous sautez des classes, c'est que vous sautez des programmes. Vous sautez des savoir-faire et des savoir-être. Et lorsque vous sautez comme ça, à l'université, vous aurez des difficultés à avoir votre parchemin. Une tendance baissière qui n'a aucun impact sur le déroulé de l'examen de fin d'année. Certains croient que, bon, puisque la tendance est baissière, on doit fermer, on doit... non, c'est qualitatif. C'est vrai, sur le plan des classes, nous avons fermé certains centres. Mais c'est pour une sélection, pour mieux faire, pour rationaliser aussi les moyens qui sont mis à notre disposition. Par contre, nous avons ouvert, pas beaucoup de centres, 3 centres, pour effectivement rapprocher les candidats de ces centres qui ont des infrastructures beaucoup plus viables. Au nombre de ces nouveaux centres qui seront ouverts pour améliorer le cadre de composition des candidats figurent 2 centres publics à Kromicité et à Tiémé et un centre privé. Nous sommes obligés de faire avec le public et en même temps avec le privé, avec les confessionnels pour que ceux-ci aussi soient encouragés. Donc ce n'est pas au vu des beaux yeux des chefs d'établissement que les centres sont ouverts, mais il y a des critères. En attendant la session de juin prochain pour les compositions, l'Office du baccalauréat s'active pour un examen effectif. La qualité est une préoccupation qui reste toujours au cœur des inquiétudes des consommateurs dans le domaine alimentaire. Elle constitue aujourd'hui un élément essentiel de la stratégie des entreprises et un déterminant dans le choix des consommateurs. Mais quels sont les enjeux de la qualité pour les industries agroalimentaires? Élément de réponse dans ce reportage. Manger sain, manger bien passe de plus en plus par un contrôle de qualité. Et ce défaut de contrôle des produits alimentaires est devenu source de nombreux malaises sanitaires.
Pour prévenir cet état de choses, plusieurs structures s'emploient à vérifier la qualité des produits destinés à la consommation. Notre domaine d'intervention couvre pratiquement tous les segments, que ce soit au niveau de la production, au niveau de la transformation, au niveau de la distribution, au niveau de la commercialisation. En quoi consiste, disons, cette mission? C'est de contrôler, disons, l'aliment et de savoir est-ce qu'il n'y a pas, disons, des contaminants ou des résidus ou des additifs qui puissent porter atteinte à la santé du consommateur. On fait des analyses pour voir est-ce que ces contaminants ou résidus qui sont présents dans nos aliments ne dépassent pas les limites maximales permises. Donc, quand ça dépasse, il faut prendre des mesures. Plus qu'un outil de sécurité, le contrôle de la qualité des produits agroalimentaires devient de plus en plus un levier indispensable pour faciliter le commerce extérieur. Si on veut durer dans le temps, on doit produire qualité. Le Bénin doit se particulariser par la qualité de ses produits dans la sous-région. Okay, on a un grand marché qui est le Nigeria. C'est la qualité qui nous permettra d'être puissants sur ce marché-là, à tout point de vue, surtout en agroalimentaire. Pour un meilleur rendement et une croissance de performance des entreprises, de nombreux investisseurs priorisent désormais la qualité et le respect des normes dans la production. Une pratique qui offre plusieurs avantages. Notre partenariat avec le laboratoire nous permet de confirmer nos résultats à l'interne. Et là, ça nous sécurise, puisque nous sommes sur le marché international. Ça garantit la sécurité du consommateur. Les pays sur lesquels nous exportons également, quand ça va, eux, ils prélèvent des échantillons et nous n'avons pas d'inquiétude. Et à chaque fois qu'ils analysent, ils confirment toujours le résultat du laboratoire central pour la sécurité sanitaire des aliments. Être en bonne santé, c'est donc veiller au contrôle de la qualité des aliments. Toute chose nécessaire pour le bien-être du consommateur. Intéressons-nous maintenant au canvas, le pagne tissé qui est comme un support des valeurs culturelles et cultuelles du Bénin. Fabriqué à base de toile, les tisserands y insèrent des images variées et diversifiées sur l'historique des royautés du Dahomey, aujourd'hui Bénin. Avec la modernité, ce pagne est-il toujours identitaire? Son tissage nourrit-il son homme? Élément de réponse dans cette interview. Si nous parlons de l'histoire du Kanva, on réfère au roi Agonglo. C'est ce roi, dans ses conquêtes, allé à Oyo, a vu un tisserand en train de tisser là-bas. Il dit ça m'intéresse. Il ordonne à ses guerriers de le prendre pour son village à Abomey. C'est là qu'il l'a amené dans son palais. Et ce tisserand habillait ce roi jusqu'à ce que les enfants du roi aussi ont appris à tisser. C'est là le tissage aujourd'hui, dans le palais du roi Agonglo, dans le quartier du roi Agonglo. Presque ces petits arrière-fils sont tous tisserands. Leur vie avec le canvas fait la fierté du Bénin parce que ça va de notre culture. Déjà au sud, quand un Béninois porte notre canvas, on sait déjà qui il est. Quand tu prépares ta valise et tu n'as pas canvas dedans, ta valise n'est pas complète. Donc le canvas béninois identifie le Béninois. Ce n'est pas le tissage que moi qui suis ici, j'ai ma vie, je m'occupe de ma famille. Donc si l'État nous aide à développer, à valoriser bien, beaucoup vont rentrer dedans et vont gérer leur vie avec. Pour apprendre aujourd'hui, nous avons des associations qui sont prêtes à former les gens en moins d'un peu de temps. L'aide publique au développement en faveur de l'Afrique a reculé de 4% en 2018. C'est ce qu'a annoncé un nouveau rapport de l'Organisation de coopération et de développement économique publié cette semaine. D'après l'institution, cette baisse serait consécutive à un recul de l'aide apportée par les pays à l'accueil des réfugiés. L'aide humanitaire dont le continent est l'un des plus grands bénéficiaires a reculé de 8%
par rapport à 2017. D'après les estimations du Comité d'aide au développement, les pays ayant le plus besoin de l'aide publique au développement sont ceux qui en ont bénéficié le moins pendant l'année écoulée. La part de l'aide publique au développement bilatéral consentie en faveur des pays les moins avancés a baissé de 3% en termes réels. Beaucoup d'égyptologues sénégalais défendent la thèse selon laquelle les peuples sénégambiens viendraient de l'Égypte ancienne. L'historien Yoro Boli Diou évoquait en 1800 les 6 migrations venant d'Afrique auxquelles la Sénégambie doit son peuplement en réalité aux traditions orales. Réponse avec Ndiaye Aïdadia. Sur la table de l'égyptologue Aboubakri Moussalam, le tome 3 de l'histoire générale du Sénégal non encore publié. Viendrait-on d'Égypte, comme stipulé dans cet ouvrage? Les traditions orales le confirment. Les traditions soninké expliquent que les fondateurs de Ghana sont venus d'Égypte. Ils citent même la ville d'où ils sont partis. Vous prenez les traditions Peul qui disent que le pays d'origine des Peuls avant leur dispersion se trouvait Tougou de Habasifaye et Misra, c'est-à-dire de l'Éthiopie à l'Égypte. Et on sait de manière sûre que c'est en Égypte qu'ils ont pris leur départ pour venir en Afrique occidentale. Yoro dit que la religion sérère n'est qu'une forme corrompue de la religion égyptienne. L'historien Yoro Boli Diou a écrit dans les années 1800 un texte intitulé « Les 6 migrations venant d'Égypte auxquelles la Sénégambie doit son peuplement ». Les preuves de ce qu'il avance se reflètent dans les similitudes entre civilisations africaines et égyptiennes. Les Égyptiens, aussi bien que les Africains, pensent qu'à l'origine, il y avait l'eau et c'est à partir de l'eau que la vie sortira. Donc vous voyez, les Dogons, par exemple, parlent de Nomo, ce Nomo qui était l'eau et divinité à la fois. Si vous prenez la culture matérielle, les objets de la vie de tous les jours que nous utilisons, les houes, les haches, les couteaux, hein, et que tous ces objets-là sont les mêmes, jusqu'au nom. Vous avez Ta, qui signifie créer, forger. Vous avez Tagde, en Peul, qui signifie créer. Vous avez Taf, en Peul, qui signifie forger. Vous avez Teg, en Wolof, qui signifie forgeron. En soninké, vous avez Tegué. Cette étude linguistique a d'ailleurs permis de savoir que les habitants de l'Égypte ancienne, notamment les pharaons, étaient noirs. Kemet signifie en égyptien ancien le pays des Noirs. Du début de la civilisation égyptienne jusqu'au contact avec l'Asie, l'Europe et les autres peuples, les Égyptiens ont toujours été noirs. Maintenant, à partir d'un certain moment, il y a eu un métissage. Ça, on le reconnaît. Il y a quelques jours de cela, on a, dans les réseaux sociaux, affirmé qu'il y a une université britannique, qui reconnaît enfin que les Égyptiens étaient des Africains, étaient des Noirs. Cela a été dit. Alors j'ai dit à un ami qui m'avait envoyé l'information qu'ils sont en retard d'un siècle, parce que Cheikh Anta l'avait déjà dit, Hérodote l'avait encore dit plus tôt, en écrivant son livre 2 au 5e siècle. En 640 avant Jésus-Christ, les Arabes conquirent l'Égypte. Aujourd'hui, la République arabe d'Égypte détient un patrimoine commun à toute l'Afrique. C'est pourquoi les chercheurs lancent un appel pour avoir accès à ces antiquités. Il faut que les États africains négocient pour que les autres Africains puissent accéder plus facilement à ce patrimoine qui est commun à toute l'Afrique. Objectif, établir une continuité historique, car Cheikh Anta Diop disait « Si vous ne connaissez pas votre histoire, il vous sera très difficile de concevoir votre avenir. » Et voilà qui vient mettre un terme à ce journal. Mesdames, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi.